avant que mes parents arrivent, sortent du camp de réfugiés en Indonésie. Parce que c'est des boat people, après la guerre, se sont enfuis. Ils ont amarré en Indonésie. Puis quand la Croix-Rouge est allée les chercher, leur ont demandé s'il y avait de la famille au Canada. Puis ils ont dit oui, à Saint-Stanislas de Kostka. On avait des cousins. Le frère de mon père il est arrivé là. En fait, il avait été placé là, puis ils nous ont placés à Valleyfield parce que c'était proche. Donc, c'est la seule raison pour laquelle on est là, c'est parce qu'il y avait de la famille avant nous proche. Moi, j'ai grandi avec mes tantes et mes oncles dans la maison où est-ce que mes parents demeurent toujours à Valleyfield, dans la baie à Valleyfield. Puis on était, je ne sais pas combien qu'on était là, en fait. Nous, on était 6, mais on n'a pas été, on est 6 frères et sœurs. J'avais 2 tantes à l'époque qui étaient avec nous et 2 oncles aussi. Puis elle se greffait à ça de temps en temps. Éventuellement, mes grands-parents sont arrivés. Après ça, ils sont repartis à Montréal. Puis avec les années, il y a des tantes et des oncles qui sont partis aussi à Montréal et à Toronto. Mais c'est ça, on a été élevés dans une maison où il y avait beaucoup de gens. Puis beaucoup d'entraide aussi. Fait que les espaces restreints, on connaît ça. Puis aussi, à l'époque, ma mère avait un dépanneur, donc on a tous un peu gravité autour du dépanneur en tant qu'employé, en tant que consommateur de bonbons et de chips et de palettes de chocolat. Mais en même temps, c'est ça, ça nous a fait vivre l'expérience d'être marchand, d'être vendeur, d'être... fait que les régates, moi, je vendais des rouleaux jusqu'à l'âge d'à peu près 15 ans. Des rouleaux impériaux en avant du dépanneur. Là. Moi, la vendeuse, là, 3 rouleaux pour 75 sous, là, ça, c'était moi. Puis, c'est ça, j'ai grandi dans cet univers-là de culture vietnamienne à travers, dans le cocon familial. Puis, ben, à l'extérieur, évidemment, c'était des Québécois, c'était des amis québécois. Nous, on est allés à l'école Langlois. Donc, presque tous des Blancs. Là. Les seuls gens qui n'étaient pas Blancs, c'était nous et mes cousins, mes cousines, qui habitaient à peu près dans le même quartier aussi, qui sont déménagés ensuite à Toronto. Mais c'était ça. On était les étrangers, dans le fond. Mais pour nous, on ne se voyait pas en tant qu'étrangers. On voyait les autres, on avait l'impression qu'on était pareil comme eux, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça te revienne dans les commentaires d'enfants là, qui sont toujours un peu durs. Mais c'est ça c'était l'enfance. Il y avait un peu de racisme ou c'était juste de la naïveté d'enfant, comme tu dis? Bien, quand t'es enfant, la moindre différence fait que t'es ciblé. Là. Puis là, ben, nous, évidemment, dans notre visage, ça paraît, la couleur de peau, les yeux. Puis quand on arrivait chez nous, bien, la nourriture était différente. Le langage avec nos parents, la langue vietnamienne, on parle un mélange de vietnamien-français. Fait que c'est un mélange, c'est ça, là. C'est un mélange des deux. Là. Le premier mot qui arrive dans la langue en premier, en vietnamien ou en français, c'était comme ça qu'on communiquait. Puis c'est encore comme ça qu'on communique avec notre mère, surtout. Fait que c'était ça, mais tu sais, on était quand même super bien. On avait des amis, puis on a toujours bien socialisé, mais tu sais, ça arrive, c'est arrivé là, des commentaires de Hey, c'est la Wong, t'es Chintok, ça arrivait. Puis c'est normal que ça arrive, là. C'est ça. C'est que tu apprends à te faire une carapace puis à te défendre aussi, comme ça. Ou pas. Il y a des jours plus faciles que d'autres. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça, l'enfance, je dirais. Et toi, quand tu étais jeune à l'école, est-ce que tu étais super studieuse? Est-ce que tu étais plus type sportive? Les deux. Ouais? Les deux, oui. J'ai bien performé à l'école, mais je faisais plein de sports, de la gymnastique, entre autres.
Puis j'ai commencé à jouer au badminton. J'ai joué pendant 11 ans au badminton compétitif. Ah ouais? Ouais. Jusqu'à l'universitaire. Ah ouais. Mais je faisais, c'est ça, là, j'ai joué au Ultimate Frisbee, au volleyball. C'était des passe-temps jusqu'à temps que je découvre la poésie. Ouais. Puis la musique, la danse, là, j'ai fait ça, mais pas de façon professionnelle comme le badminton. Ouais. C'était, même le badminton, là, c'était. Ben, je me suis rendue à un certain niveau, mais j'ai pas vécu du badminton. Ouais. OK. Et c'était quoi tes aspirations de carrière étant plus jeune, là, quand on est sur la carte, là, puis là, il faut qu'on fasse un choix, là? Bien, ça passait par archéologue, en fait, le travail que j'ai le plus aimé de toute ma vie, c'était d'être monitrice de camp de jour. OK. Avec les enfants, j'ai vraiment toujours adoré les enfants, puis je veux continuer à pouvoir travailler avec des jeunes. Mais sinon, je suis passée par psychologue. J'ai vraiment... ça a été difficile là, de choisir entre enseignante, dentiste, psychologue. Ah ouais? Parce qu'à un moment donné, tu réalises qu'être archéologue, c'est vraiment difficile là, dans une vie. Ouais. Mais c'est ça, j'avais de la facilité un peu dans toutes les matières. Okay. Puis, psychologue, au moment où je devais choisir, là, il fallait absolument faire le doctorat. Ça ne me tentait pas de me rendre jusque-là. Okay. Fait que finalement, j'ai bifurqué vers prof de français au secondaire. Donc, tu avais quand même une aisance en français, puis ça, tu étais amoureuse de la langue. On parlait de poésie tantôt, j'imagine. Oui. Mais les arts, en général, ça a été super important. J'ai été entourée, mon frère est musicien. Mon conjoint, c'est un poète dans l'âme, il écrit toujours. J'ai plein d'amis dans des groupes de musique, des amis artistes peintres, j'ai des amis humoristes. Puis le Valleyfield, étonnamment, là, c'est un terreau fertile pour les artistes. Il y a vraiment beaucoup d'artistes ici. Puis tout le milieu artistique se connaît ou à peu près. Puis j'ai gravité dans ce milieu-là, n'étant pas artiste du tout, mais à force de côtoyer des gens qui le sont puis de consommer leur art. C'est ça qui me stimule beaucoup. Même en enseignement, là, j'ai fait venir plein de conteurs, de musiciens, je faisais jouer des films, des humoristes. En tout cas, ça a été très teinté de ça, ce que j'ai pas réussi à faire d'ailleurs en politique. À amener la culture? Oui, amener la culture dans ma pratique politique. J'en ai discuté souvent avec mes adjoints, puis on n'a jamais réussi à trouver le moyen d'inclure, à part d'être présente dans des événements culturels, d'intégrer, de faire de la médiation culturelle en politique. J'ai pas trouvé la façon. J'aurais aimé ça, pouvoir dire que je l'ai fait, puis de m'accomplir là-dedans, mais non, je suis obligée de dire que jusqu'à maintenant, là, c'est un défi encore à relever. Non, il n'est pas trop tard. Non, effectivement. Puis on est dans un bel endroit, justement. On parle de culture, on parle de rencontres là, entre les artistes du coin. La Factory qui est, somme toute, un endroit qui est jeune encore, là, mais qui, là où les multiples talents se recroisent. Oui. Et penseurs aussi. Là. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, qui font des conférences, qui viennent ici. On l'utilise beaucoup, d'ailleurs. J'ai organisé un Femmes de tête ici, puis des activités avec mon comité jeunesse aussi. On l'utilise, c'est ça. Je consomme beaucoup les milieux, mais pas nécessairement les artisans, les artistes. Et si on vient à l'enseignement un petit peu, quand tu dis que tu incluais un peu la culture, je veux dire, moi quand j'étais jeune, peut-être toi aussi, nos profs de français, on en a eu des bons, mais des fois, c'est un peu plus peut-être une vieille manière d'enseigner. Est-ce que c'est peut-être quelque chose qu'on voit plus, justement, là, essayer d'attirer les jeunes à l'école par du divertissement ou par quelque chose de créatif et stimulant? Bien, je pense que oui, mais ça fait 7 ans que je suis plus dans le milieu, alors je pourrais moins commenter pour les dernières années. Moi, je connais plusieurs enseignantes de français qui étaient dans mon département qui utilisaient beaucoup l'art aussi, que ce soit le cinéma, le théâtre, la poésie, la musique, l'improvisation. On essaie de rendre ça stimulant, mais aussi de montrer à quel point le français est utilisé à travers plein de facettes de la vie de tous les jours. Là, on se dit « Ah, mais là, étudier la littérature, à quoi ça sert? Étudier la grammaire, à quoi ça sert? » Mais dans plein d'activités, d'actions quotidiennes, on l'utilise, que ce soit pour lire le journal, même dans les sports, on utilise la langue française pour traduire
des matchs. Donc, on en a besoin là, de bien s'exprimer, tout ça. Puis, c'était une façon de leur montrer que c'est pas juste dans les livres, c'est pas juste pour apprendre à bien écrire à l'école. Ça va servir ailleurs aussi, là. Bon, là, tu es enseignante un certain temps. Et là, la transition vers la politique, une première tentative, justement, aux élections de quelle année, la première fois que tu t'es En 2008. 2008. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que, justement, tu t'es lancée d'abord en politique, deuxièmement au fédéral? Ça a été quoi ce qui a fait changer un peu? Ben c'est une amie, en fait, mais avant, je m'impliquais beaucoup en tant que prof au niveau très local, très Valleyfield, là, si on veut. On ramassait des vélos, par exemple, à Valleyfield, puis on envoyait ça dans les pays du tiers-monde, en fait, surtout en Afrique, puis en Amérique du Sud, pour les gens qui n'ont pas de moyens de transport. On cuisinait des plats pour le Café des Deux Pins, puis on allait leur donner, puis les jeunes se rendaient compte, ah, ben la personne que je viens de voir, là, elle vient à l'école. Je pensais pas qu'elle avait besoin de nourriture. Ouais. Ah, ben cette famille-là, je la connais. Ah, mon Dieu, fait qu'ils prennent conscience que la pauvreté est vraiment plus proche d'eux qu'ils le pensaient, puis qu'ils peuvent poser des gestes vraiment concrets pour aider ces gens-là, puis le jugement, je pense pas qu'ils ont arrêté de juger, mais ça permet une prise de conscience, puis de se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider, contribuer? On avait ramassé des sous pour Haïti, par exemple, ramasser les déchets, en tout cas, poser beaucoup d'actions très locales. Puis, je faisais partie du NPD déjà grâce à une amie qui s'appelle Cynthia Roy, qui était, elle, en 2004 puis en 2006, la candidate pour la région ici pour le NPD. Puis, je n'étais pas vraiment une militante active du tout, sauf que j'étais très impliquée au niveau environnemental, au niveau syndical en tant que prof aussi. Là, j'étais membre du sociopolitique, comité sociopolitique. J'étais vraiment des batailles pour l'éducation publique, par exemple, pour le système de santé publique. Fait que tout ce qui est lutte sociale, je faisais partie de ça. Les manifestations syndicales, je faisais partie de ça. J'étais très sensibilisée. Puis à un moment donné, elle est venue me voir et elle me dit « Il y a des élections en 2008. Moi, je déménage à Saint-Jérôme. On a besoin de quelqu'un. Est-ce que ça te tenterait d'être la candidate pour le NPD? » Puis je me dis je sais pas, là, ça rime à quoi? Faut que je fasse quoi? Elle dit, inquiète-toi pas, ça sera pas difficile, là, tu fais juste mettre ta photo sur des pancartes, puis t'es pas obligé de participer au débat, t'es pas obligé de répondre aux questions des journalistes. Je me dis, OK, parfait, tu sais. Mais t'as quand même une certaine fierté, là, à te présenter. Les gens, ils se posent la question, puis fait que tu fais des recherches, puis à force de faire des recherches, là, aussi, il y a Jack Layton qui se présentait, je le connaissais à peine, là, comme un peu tout le monde. Il venait pas de la région, lui, d'ailleurs? Il vient de Hudson, mais il était plus à Toronto. Là, s'est installé à Toronto. Puis je m'étais dit, le jour où est-ce que mon chef, Jack Layton, il va dire quelque chose à la télé qui ne fera pas mon affaire, là, je vais débarquer. Mais finalement, c'est pas arrivé. À chaque fois qu'il prenait la parole, je disais, wow, il est vraiment intéressant. Puis j'apprenais à le découvrir aussi. Puis par la force des choses, des recherches, tout ça. Je me dis, c'est vraiment un parti qui représente l'environnement, mes valeurs, l'environnement, la défense des inégalités, de la justice sociale, puis tout ça. Puis finalement, les débats, j'ai trouvé ça super stressant, mais vraiment super intéressant. Là. C'était une belle adrénaline. J'ai adoré ça, même si je pensais mourir, là. N'ayant pas d'expérience face à des gens qui en ont, eux. C'était très bloquiste aussi, je pense, dans la région. Très bloquiste ici. Ouais, c'est vraiment contre Claude de Bellefeuille que je me battais, en fait, le plus. Puis en 2008, j'ai terminé 4e sur 5, là, juste un peu avant le Parti vert, mais j'avais adoré ça. J'avais trouvé... Puis j'avais découvert aussi le comté. Là. Moi, je connaissais Valleyfield, Saint-Stan, Huntingdon un peu, mais tous les jardins de Napierville, avant, ça faisait partie du comté. Avant que ça soit redécoupé en 2015. Puis les agriculteurs, c'est pas un milieu que je connaissais tellement.
Tout le secteur des PME non plus, je connaissais pas ça. En fait, je connaissais pas grand-chose de la politique à part le côté, l'aspect social. Donc, ça m'a permis de découvrir vraiment une autre lunette là, de la vie en général. Puis j'ai vraiment adoré ça. Puis les élèves que j'avais qui m'ont vu me présenter, ils se sont aussi intéressés à ça, à la politique. Ils me demandaient c'était quoi ça, le NPD. Ils me disaient que leurs parents posaient des questions. Puis il y en a qui me disaient, bien là, on peut aller en poser des pancartes pour toi. Mais à l'époque, mes élèves étaient en secondaire 2. Ouais. Je me dis, non, je peux pas les utiliser, ils sont mineurs. Ouais, c'est ça. Je peux pas les utiliser si on veut, mais ils étaient vraiment intéressés. C'était une super belle énergie. Puis ça m'a permis de parler justement d'enjeux sociaux, politiques avec eux. Puis en 2011, quand ça s'est représenté encore, les élections, je me disais, c'est tellement du travail, parce que c'est un mois de travail. C'était les fins de semaine, les soirs de semaine, puis je pouvais pas quitter mon emploi pour faire ça. T'es pas assuré, là. Puis quand tu es un quatrième parti, là, il n'y a personne qui te connaît, tu n'as pas d'argent. On avait 1 000 $ pour faire campagne pendant un mois, incluant les pancartes. J'avais 100 pancartes. 100 pancartes, là, c'est 50 poteaux. C'est pas beaucoup de poteaux, là. Ça veut dire à peu près 1 ou 2 poteaux par municipalité. Faut que tu les choisisses comme il faut, ces poteaux, là. Puis les bénévoles, ben c'était mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Heureusement, j'ai 5 frères et sœurs. Ça aidait. Oui, c'est ça. Puis des amis proches. Puis en 2011, ben moi, mon but, là, c'était d'augmenter mon vote de 12 à 15 puis de faire connaître les idées, puis de participer au débat. Puis finalement, 2 semaines... en fait, au vote par anticipation, là, c'est là qu'on a senti que on remontait dans les sondages, mais j'aurais jamais pensé que j'allais chauffer les fesses au point de gagner les élections. Puis finalement, on était... ça n'existe plus aujourd'hui, là, le restaurant La Barigoule Bistrot, qui était sur le boulevard Monseigneur-Langlois. On s'est rassemblés là. Il y avait mes amis musiciens, justement, qui étaient là, mon frère, mes sœurs, ma famille, plein d'amis. On était une quarantaine, là, une poignée avec une poignée de bénévoles. Puis, à un moment donné, j'ai un de mes bénévoles qui... On regarde les résultats. Il y a peut-être 5 boîtes qui sont comptées. Puis, tu mènes dans les sondages. C'est drôle. 10-15 boîtes d'ouvertes. Tu mènes encore dans les sondages. Coudon, c'est des bonnes boîtes. Puis, finalement, une demi-heure plus tard, un de mes bénévoles qui me dit Anne, vous avez gagné. Je fais quoi? Puis à partir de ce moment-là, là, c'est flou dans mes oreilles. Les journalistes qui arrivent, les téléphones au restaurant, là, la serveuse du restaurant, la propriétaire du restaurant qui sort les bouteilles de champagne. Puis moi, je fais OK, attends, ça veut dire quoi, là? Moi, je fais quoi, là? J'enseigne jusqu'à quand? Là? On est mois de mai, c'est mes productions écrites. Là, je corrige mes productions écrites de fin d'année. On est le 2 mai 2005. Fait que c'est la fin. Puis là, je me fais appeler à 1h30 du matin, finalement, pour me faire dire tu donnes 2 semaines de préavis à ton employeur, puis d'ici ce temps-là, on va te rappeler pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais il n'y a personne qui prévoyait ça. Là. Au NPD, eux autres, ils avaient prévu à peu près 10 sièges au Québec au plus. Et ça a été la vague orange. Oui, ça a été la vague orange. On était 59 à être élus, finalement. Mais une super belle aventure, vraiment une belle députation de jeunes, beaucoup de jeunes. Puis des jeunes aussi adjoints qui ont été engagés, là, des jeunes de 20 ans, 25 ans qui étaient engagés. Ça a rajeuni la colline parlementaire à Ottawa. Beaucoup de plaisir, là. Vraiment.
Crois-tu que ça a été formateur de te présenter une première fois? Est-ce que, avec le recul, tu es un peu contente justement que ça n'ait pas marché ou au contraire, tu aurais été prête en 2008? Non, j'aurais pas été prête en 2008. Là, c'était super formateur parce que, je connaissais pas le comté. En 2008, ça m'a permis de me promener, de voir à quel point c'était rural, agricole et vaste aussi, le territoire. Puis de comprendre comment ça fonctionnait. En 2015, ça a été ma première campagne où je voulais vraiment gagner. Oui. En 2011, même si c'était la deuxième fois que je me présentais, je connaissais pas toutes les organisations du comté non plus. Je faisais pas nécessairement les événements. Moi, tout ce que je faisais, là, c'était du porte-à-porte. Je me pointais devant les Canadian Tire, Walmart, les gros commerces pour pouvoir me présenter, serrer des mains, donner des dépliants que je faisais moi-même. Je montais moi-même mes pancartes. Là. En 2015, on était organisé pour la première fois en trois élections. Puis là, je me présentais dans toutes les fêtes, festivals, activités organisées, communautaires, de gens d'affaires. Là, je faisais une campagne où est-ce qu'on a mobilisé beaucoup de bénévoles, puis où est-ce que j'avais des gens qui étaient moyennement, très, très, très peu payés, mais un peu payés quand même. Tu sais, on avait du financement. Là, c'était vraiment une campagne où est-ce qu'on avait mis le paquet. C'est plus stressant peut-être? Du moins, tu étais plus consciente? Oui, bien c'était stressant aussi parce que j'avais une petite fille d'1 an que j'allaitais. Oui. Puis que je faisais garder, qui se réveillait 4 fois par nuit pour, j'imagine, ce qu'on dit, c'est parce qu'elle voulait me voir, parce que le jour, elle ne me voyait pas. Ben oui. Fait que oui, il y avait tout ça là, en jeu. Puis aussi, en 2015, c'est qu'on visait vraiment à former le gouvernement. On était l'opposition officielle. On avait super bien performé en chambre le printemps d'avant. Tom Mulcair était notre chef, puis il était très, très fort. Puis en fait, les 7 premières semaines de campagne, si ça avait été l'élection dans les 7 premières semaines, là, on rentrait, on rentrait au pouvoir. Donc, ça a été une grosse campagne de 78 jours, là, la plus longue campagne au fédéral. C'est vrai. Puis on espérait fort, là, on a espéré longtemps. Là, ça a été dur. La journée, la soirée d'élection, là. Moi, j'allais coucher ma fille à 10 h. Je suis arrivée dans mon local où est-ce que tous mes bénévoles, ma famille était là, puis personne ne m'a regardée. Je suis rentrée là, dans l'anonymat total parce que toutes les maritimes avaient été remportées par les libéraux. Fait que c'était le découragement. Puis je suis arrivée, j'ai fait non, là. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Puis moi, je perdais là, dans le comté aux mains des libéraux au début. Jusqu'à minuit. À minuit, j'ai commencé à remonter. Puis à 1h40, on a eu le résultat que j'avais gagné finalement par la peau des fesses. Ça finit tard. Ça finit super tard. On était très heureux, mais c'était tellement serré que M. Sauvé avait fait son discours de victoire. Mme de Bellefeuille... Il y a eu un recomptage, c'est ça? Non, il n'y a pas eu de recomptage. C'est juste qu'ils ont mené tellement longtemps, les libéraux, que, ben oui, ils croyaient qu'ils avaient gagné. Puis Claude de Bellefeuille du Bloc, ben, elle avait fait son discours pour féliciter M. Sauvé aussi. Puis finalement, 1h40, revirement de situation. Les dernières boîtes qui ont été comptées faisaient que je gagnais. Wow. Puis, tu sais, même mon frère, mon plus vieux frère, Youdon, il m'avait appelé le lendemain, il me disait « Écoute, tu t'es bien battu. » Je dis « Excuse-moi, c'est parce que j'ai gagné. » Il était couché, là. Ben oui, lui, il s'est couché à minuit et demi, puis j'avais perdu. Le site de Radio-Canada, j'avais perdu. Tu sais, des gens qui se promenaient 3 jours plus tard, puis ils me félicitaient, puis ils me disaient ben, tu sais, c'est beau, là, tu pourras te représenter une prochaine fois. Ben, j'ai gagné. Hein? Quoi? T'as gagné? Ben, félicitations pour vrai, finalement. Donc, c'est ça, ça a été toute une campagne en 2015. Et quand on commence un deuxième mandat, là, on a eu la chance justement de faire ses preuves ou d'un peu connaître la machine, comment ça fonctionne pendant 4 ans. On a la chance de poursuivre des choses qu'on avait commencées. J'imagine que c'est un beau luxe, ou du moins, ça nous permet d'avancer un peu plus, parce que les gens souvent disent que c'est court un peu 4 ans. Là, avec un deuxième mandat, c'est vrai que vous avez la chance justement de mener à terme de différents projets. Bien, de bâtir un peu plus, puis d'être plus confiante aussi, là, de connaître les gens, même si, en fait, le comté avait changé en 2015. Donc, il a fallu quand même que... puis je continue à me faire connaître dans la partie Soulanges, parce qu'ils ne me connaissaient pas avant, c'était pas moi qui étais là.
Donc, je dirais encore, puis en fait, la première année après 2015, je pense que je faisais juste récupérer. OK. Ça a été dur, puis avec la petite aussi, ça a été beaucoup plus dur que ce que j'aurais pensé. Puis je pense même que j'avais fait une dépression, là, une espèce de burn-out, là. Puis après ça, ben, tu sais, là, tu reprends le fil, mais oui, c'est là où est-ce qu'on a mis sur pied le comité jeunesse, éventuellement, qu'on a décidé de faire de plusieurs éditions de femmes de tête, de se concentrer sur l'agriculture et l'environnement, surtout aussi. Donc, c'est ça, tu sais, c'est vraiment de mieux définir ses priorités, ses objectifs, de faire en sorte qu'on équilibre un peu plus l'horaire. Parce que là, tu sais, quand j'avais pas d'enfant, pas de mari, ben je faisais tous les événements, je rentrais chez nous, il était 10h30 le soir, puis c'était correct parce que c'était ça ma vie, puis j'aimais ça. Mais à un moment donné, tu perds tes cheveux, à un moment donné, tu saignes du nez, à un moment donné, tu as des plaques dans le dos, puis tu fais comme, OK, non, mais c'est pas équilibré, là, ça marche pas, là. Je peux plus en faire autant que j'en faisais, j'ai plus cette énergie-là, puis j'ai pas envie d'être chauve, là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est, oui, tu bâtis, puis c'est ça, tu essaies de vraiment t'organiser pour avoir des bilans où est-ce que tu peux aussi chiffrer des choses, puis de vraiment te concentrer sur qu'est-ce que toi, tu as envie de réaliser comme bilan dans 4 ans. Puis 4 ans plus tard, qu'est-ce que tu veux avoir accompli? Fait que travaille par rapport à ça. Des lacs à l'épaule, j'en avais jamais vraiment fait avant ça. Fait que oui, il y a beaucoup de choses qui se placent, puis que tu peux planifier mieux.